L'autre politique, c'est la nôtre. Eh bien, nous allons combattre la leur. François Mitterrand était quelqu'un qui était très entouré. Il était charmant, disponible, en veine de confidence. Et l'une de ses confidences a consisté à nous dire un jour « Eh bien, je vais peut-être gagner. » 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Enfin, l'alternance était là. Et enfin, on pouvait montrer que la France pouvait vivre une alternance qui n'était pas du tout garantie d'avance. Pendant 30 ans, il a couvert les actualités du monde entier et suivi de près la vie politique française. Un regard privilégié sur un monde et ses mutations, celui d'un homme à la tête du quotidien français de référence. Je suis Hélène de Commer, rédactrice en chef de Slate, et je vous propose de nous retrouver chaque semaine avec Jean-Marie Colombani dans notre nouveau podcast « Mémoire d'un monde, dans les coulisses du pouvoir ». On va y évoquer ensemble l'histoire d'un homme, celle du monde, l'histoire des mondes. Bonjour Jean-Marie Colombani. Bonjour Hélène. 1980, année électorale en France. Gauche et droite vont s'affronter encore une fois et dans le même temps, gauche et droite sont traversées par des luttes internes. Des luttes qui se concrétisent au moment de décider quel homme portera la candidature de son camp à la présidentielle. Ici, à Conflans-Sainte-Honorine, et aujourd'hui, j'ai décidé de proposer aux socialistes d'être leur candidat à la présidence de la République. Dans cette campagne rude et qui s'annonce rude, assuré de recevoir les coups et tous les coups, indifférente aussi. Ceux que je porterai ne viseront pas les hommes, mais leurs actes. Que d'actes minuscules et qui pèsent si lourd, et que d'actes majeurs qui portent condamnation. L'autre politique, c'est la nôtre. Eh bien, nous allons combattre la leur, et nous le dirons haut, et nous appellerons celles et ceux qui se sentent prêts à se rassembler dans le puissant courant populaire que les socialistes, aujourd'hui, sont capables de conduire. On vient d'entendre successivement Michel Rocard puis François Mitterrand déclarer chacun leur candidature à l'élection présidentielle de 81. C'était en octobre 80 pour Rocard et puis à peine quelques jours après pour Mitterrand. Jean-Marie, on a évoqué précédemment dans ce podcast la bataille entre les deux hommes pour la direction du Parti socialiste. Et voilà que ça recommence pour la présidentielle. Oui, avec un été qui avait été consacré par François Mitterrand à faire de la fumée, du brouillard, parce qu'il recevait beaucoup à Latché, sa résidence d'été, dans les Landes, et il laissait filtrer qu'il s'interrogeait beaucoup et puis que sans doute il ne serait pas candidat, tout en sortant d'ailleurs un livre d'entretien qui était aussi destiné à être une sorte de manifeste de sa candidature, et donc y compris Willy Brandt, y compris Edmond Merle, l'ancien secrétaire général de la CFDT. Beaucoup de visiteurs à Latché revenaient avec l'idée que décidément François Mitterrand doutait de pouvoir être à nouveau candidat, et donc tout cela avait pour but de conduire Michel Rocard à se découvrir. Et donc dans l'extrait qu'on a entendu, c'est le moment où Michel Rocard se découvre. D'ailleurs, quand on l'écoute, il a des accents qui ressemblent fortement à la façon dont Jacques Chirac s'exprimait. Le même vocabulaire, le même accent sur les mots, détermination, le même paysage qui est dessiné par Michel Rocard, mais c'est un détail. En tout cas, cette déclaration de Conflans-Sainte-Honorine a été un parfait flop. Et François Mitterrand, constatant cela, évidemment, avait aussitôt lancé sa propre candidature dans l'enthousiasme général, d'autant que Michel Rocard avait commis une erreur majeure, qui consistait à dire « je ne serai jamais candidat contre le secrétaire de mon parti ». Donc voilà, il s'était un peu lié les mains en cas de nouvelle candidature de François Mitterrand. Et donc c'est François Mitterrand qui a porté les couleurs avec un solide dédain pour Michel Rocard qui allait perdurer tout au long des 2 mandats de François Mitterrand. Donc François Mitterrand est le candidat socialiste à cette élection et vous êtes toujours en charge de la couverture du PS au Monde et donc vous l'accompagnez dans la pré-campagne qu'il mène et au cours de celle-ci, il y a notamment un voyage en Chine en 1981 assez important.
L'art de François Mitterrand, ça a été aussitôt sa désignation enregistrée, de s'écarter du terrain, alors même que son adversaire, Valéry Giscard d'Estaing, qui était très majoritaire dans les sondages. Et donc ça avait été d'ailleurs un des points d'appui de Michel Rocard, consistant à dire, mais regardez, Mitterrand, il va obligatoirement perdre à nouveau. Parce que les sondages donnaient très majoritairement Valéry Giscard d'Estaing, et ces sondages vont être stables jusque tard dans la campagne de 1981. Et donc François Mitterrand, au lieu d'aller à l'affrontement tout de suite, s'en va, quitte le terrain et part en Chine, dans une situation où il est donné toujours vaincu, et où il semble conforter les propos de Michel Rocard, qui lui s'appuyait sur des sondages favorables, plus favorables que ceux de François Mitterrand face à Giscard. Et dans les face-à-face, les duels qui étaient organisés par les instituts de sondage entre Mitterrand et Rocard, c'est Rocard qui l'emportait toujours. Au fond, François Mitterrand est lesté de cette semelle de plomb-là, qui est l'état de l'opinion. Donc il part à Pékin. Et il fait un voyage en Chine qui va le conduire en plusieurs étapes, notamment jusqu'à Choufu. Choufu, c'est la ville de Confucius, où d'ailleurs Confucius est enterré, et où il y avait une sorte de monastère qui était aussi un petit peu un lieu de pèlerinage. Et donc c'était un hiver très très froid, très très rude. Et moi je me souviens d'une de ces nuits dans cet ensemble ex-religieux où tout était glacé, y compris l'eau qui coulait du robinet. Enfin, c'était vraiment des conditions très très spartiates. Et nous avions pris le train pour arriver à Choufu, en passant par Jenin, qui était une des capitales régionales. Et c'était le train de Mao Tse-tung que nous avions emprunté. Et dans ce voyage en train, François Mitterrand lisait. Comme toujours, Mitterrand a toujours lu au moins 2 livres à la fois. Et il en avait un notamment sur Louis XV. Et ce livre sur Louis XV, il nous prenait à témoin de ce qu'il lisait. Et il nous disait, alors, un petit passage sur le comportement de Louis XV, ou sur son attitude, et il nous disait, c'est Giscard, hein. Vous ne croyez pas? C'est Giscard. Donc, pendant ce voyage en Chine, à travers ses lectures, il était plongé, en fait, dans la façon dont il allait affronter ou non Valéry Giscard d'Estaing. Il préparait ses arguments. Il préparait ses arguments. Et en même temps, c'était un voyage important pour lui parce que, on va le voir d'ailleurs plus tard dans la campagne, l'Union soviétique, à travers Brejnev et les dirigeants de l'Union soviétique, soutenait clairement Valéry Giscard d'Estaing. Ce sera d'ailleurs un des éléments du face-à-face qui opposera plus tard Mitterrand et Giscard, et où Mitterrand qualifiera Giscard de petit télégraphiste de l'Union soviétique et de Léonid Brejnev. Mais comment ça se fait que l'Union soviétique soutenait Giscard? Parce qu'il voulait la réélection de Giscard et que les communistes français cherchaient aussi la réélection de Giscard. Et en face, ce qu'on découvrira après aussi, c'est que les Chiraciens, eux, qui étaient opposés à Giscard, ont joué Mitterrand. Le Parti communiste à l'époque, il faut le rappeler, est quand même très inféodé à Moscou. Et donc, les ordres ultimes viennent de Moscou, viennent du comité central de l'Union soviétique. C'est quand même la référence du Parti communiste français, en tout cas à la différence du Parti communiste italien, qui s'était, lui, beaucoup autonomisé, et plus que cela, par rapport à l'Union soviétique. Ce sera une bataille à front renversé, mais à l'époque, on ne le sait pas. On ne sait pas encore à quel point Chirac va jouer Mitterrand et à quel point les communistes vont jouer Giscard. Et donc la Chine, elle, considère Mitterrand et joue plutôt Mitterrand. Donc ça n'est pas neutre dans la bataille, au fond, dans les questions géostratégiques. La Chine de Deng Xiaoping, en tout cas, fait plutôt le choix de François Mitterrand dans cette bataille. Deng Xiaoping, qui était l'un des dirigeants du PCC à l'époque. Il l'est depuis peu de temps, nous sommes en 1981, février 1981, et il y est depuis, après la mort de Mao, je crois que c'est 1976 pour l'arrivée au pouvoir de Deng. Et le tableau de marche de Deng Xiaoping, c'est de liquider au fond la période de la révolution culturelle, dont il a été lui aussi l'une des victimes, et donc il fait place nette de cette révolution culturelle, et petit à petit il va engager la Chine dans un grand tournant économique qui va donner la Chine moderne d'aujourd'hui. Et donc on a la chance d'être reçu par Deng Xiaoping, d'assister à cette rencontre, à ces discussions, et donc c'est un moment, je pense, tout à fait passionnant. Alors, en revanche, il y a un moment aussi qui est resté très mystérieux dans ce voyage. Il y a 48 heures de déplacement de François Mitterrand et de ceux qui l'accompagnent en Corée du Nord. Et là, nous n'y étions pas admis. Nous n'avons pas été admis à aller en Corée du Nord accompagner François Mitterrand dans ce voyage. Et on n'a jamais su vraiment quel était l'objet
de ce voyage, sauf que François Mitterrand, à l'occasion de prise de position ici ou là, avait dit: «Si j'arrive au pouvoir, eh bien, nous reconnaîtrons la Corée du Nord», ce qu'il n'a jamais fait une fois arrivé au pouvoir d'ailleurs, parce que c'était un non-sens de reconnaître la Corée du Nord. Et donc il y avait aussi, a-t-on dit, mais ça, il n'y a pas eu d'éléments de preuve, une ou deux opérations financières qui ont peut-être alimenté la campagne de François Mitterrand. Mais c'était une période un peu bénie parce qu'il était charmant, disponible, en veine de confidence. Et l'une de ces confidences a consisté à nous dire un jour: «Eh bien, je vais peut-être gagner». Et donc, il est revenu de ce voyage avec l'idée qu'il allait peut-être gagner et donc regonfler à bloc d'une certaine façon. Alors, il était accompagné de Lionel Jospin et Gaston Defferre, qui étaient à l'époque aussi très proches et ils le sont restés d'ailleurs très proches de François Mitterrand. Donc il rentre quand même de ce voyage avec la conviction qu'il va gagner. La conviction, en tout cas, le sentiment que c'est possible, et avec des angles de prise d'attaque sur Giscard qu'il avait forgés tout au long de ce périple. En même temps, moi, c'était un voyage amusant. Alors, il y avait forcément le déplacement sur la Grande Muraille, qui était un déplacement obligatoire, après la rencontre avec Deng Xiaoping, donc. Et puis, il y a eu des moments assez drôles. Vous savez, François Mitterrand était quelqu'un qui était très entouré et qui était président pour tous ceux qui l'entouraient de toute éternité. Et donc, la bataille des gens qui étaient autour de lui, je ne parle pas de Lionel Jospin parce que ce n'était pas son caractère, la bataille de ceux-là, c'était qui va porter la serviette de Mitterrand ou les dossiers que Mitterrand a sous le coude et ainsi de suite. Et quand on réembarque dans l'avion, François Mitterrand me voit avec mes 2 valises, il vient vers moi, il me prend la valise et il porte ma valise. Donc je peux considérer que je suis un des rares ou un des seuls. Voilà, Mitterrand a porté mes valises. C'est très classe quand même. C'est très classe, c'est très rare. Mais ça montre en même temps à quel point dans ce type de déplacement, il pouvait y avoir un contact sympathique qui portait au fond à la confidence et qui le conduisait à nous décrire une situation politique comme sans doute il ne l'aurait pas fait si on était resté sur place en France. Et François Mitterrand était aussi relativement détendu pendant les repas officiels, oui, je crois. Il y avait beaucoup de repas officiels, bien sûr. Et donc, à chaque fois, en Chine, entre chaque plat, on vous versait un alcool de riz très fort, un équivalent chinois du saké, en quelque sorte. Et donc, à chaque fois qu'un plat était terminé, il fallait se lever et boire cet alcool avec des tas de vœux ou voilà, comme on dit santé en France ou d'autres choses de ce genre. Et moi, j'étais assis à côté de Gaston Defferre, qui m'avait appris comment faire semblant de boire. Et donc, je m'alignais sur ce que faisait Gaston Defferre, qui consistait d'ailleurs à faire une manipulation et à balancer par terre le contenu de cet alcool. Ce qui est bien que Gaston Defferre et moi, on sortait de ces déjeuners normaux. François Mitterrand buvait à chaque fois, et il sortait vraiment pompette. Donc les joues rosées et d'une humeur très très joyeuse. Donc c'était assez amusant aussi d'avoir ce genre d'événement. Après, il y en a d'autres qui sont moins glorieux parce que il y a eu un épisode aussi dont j'ai été le témoin le plus proche d'ailleurs, où il était passé d'une amie à une autre. Donc l'amie qui était laissée sur le carreau était évidemment dans un état de tristesse et de tragique. Et puis celle qui était la nouvelle a été ensuite promise à une carrière, donc je tairai son nom parce qu'ensuite elle a fait une belle carrière dans les médias, mais voilà, ça faisait aussi partie du décor à l'époque. Alors, retour à Paris, après ce voyage, François Mitterrand est plus confiant, l'élection se rapproche. Que disent les sondages à ce moment-là? Les sondages vont s'inverser vers la mi-février, entre la mi-février et le début mars. Et progressivement, Mitterrand va prendre l'avantage sur Giscard. On peut se dire, c'est bizarre, cette inversion. En même temps, il y avait autour de Mitterrand et de l'idée même de l'alternance un véritable élan dans la société française, qui venait d'ailleurs couronner une progression régulière de la gauche, de l'union de la gauche, scrutin après scrutin. Et donc, on voyait qu'il y avait là vraiment une vague de fond. Et puis, il y avait aussi, ça a joué beaucoup plus qu'on ne l'a pensé sur le moment, le jeu de Jacques Chirac et des siens, depuis la mairie de Paris, pour encourager le vote Mitterrand,
alors même que Georges Marchais, de son côté, avec ses amis communistes, essayait au fond l'inverse. Mais voilà, ça n'a pas marché et Mitterrand l'a emporté après un face-à-face qui était aussi pour lui une revanche du premier face-à-face, celui de 1974, que Mitterrand avait perdu avec la fameuse formule de Giscard, vous n'avez pas le monopole du cœur, ainsi de suite. Et là, Mitterrand a commencé son face-à-face de 1980 en disant « Vous me qualifiez d'homme du passé, mais vous êtes l'homme du passif ». C'était des joutes assez exceptionnelles d'ailleurs, hein, mais... Eh bien, Monsieur Mitterrand, si on vous a écouté, comme je vous ai écouté avec intérêt, on est convaincu que ce qu'il faut faire, ça n'est pas ce que vous proposez. D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, Monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre, qui bat à sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Vous ne voulez pas parler du passé, je comprends bien, naturellement. Et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a 7 ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Cela gêne un peu votre démonstration d'aujourd'hui. Et donc, gagne François Mitterrand, armé d'un programme, celui de l'Union de la gauche, le programme commun qu'on disait socialo-communiste, mais qui était en effet le fruit des réflexions du Parti socialiste et du Parti communiste et des radicaux de gauche, avec un programme qui est en effet à l'inverse de celui de Giscard, et donc avec un programme classiquement keynésien et comportant toute une série de réformes sociales. Il faut bien comprendre que chez François Mitterrand, il faut, quand on exerce le pouvoir, marquer des sortes de buts témoins qui font qu'après, dans la durée, vous pourrez faire à peu près ce que vous voulez, y compris des choses qui peuvent surprendre votre propre électorat, mais votre propre électorat ne vous soupçonnera jamais d'être à droite ou d'être autre chose que de la promesse que vous avez faite, parce qu'il y aura eu ces buts témoins. Et donc pour François Mitterrand, c'est la retraite à 60 ans, les 39 heures, une semaine de congés payés supplémentaires. Voilà. Et à partir de là, il pourra se déployer au gré des événements, tout en ayant garanti, tout en ayant posé les gestes majeurs, évidemment l'abolition de la peine de mort, qui feront qu'il sera identifié pour toujours au leadership de la gauche. Cinq, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Nous répétons donc, estimation C2I et Welbull, Monsieur François Mitterrand est élu président de la République, 51,7%, Valéry Giscard d'Estaing, 48,3%. On vient d'entendre le commentaire de l'élection de François Mitterrand, c'était le 10 mai 1981. La gauche est au pouvoir en France, c'est un moment fort. Et on se souvient aussi de cette accolade entre Pierre Mendès France et le nouveau président le jour de son investiture. Le grand moment d'émotion de cette investiture, c'est l'accolade entre François Mitterrand et Pierre Mendès France. Parce que Mendès France était la figure mythique de la gauche, la figure idéale, au fond, du gouvernant qui fait passer l'intérêt général avant toute chose. Et les deux hommes s'étaient combattus parce que, d'abord, Pierre Mendès France détestait le système de la Ve République et voulait le changer. François Mitterrand, comme on le sait, s'est coulé parfaitement dans les institutions et a utilisé la Constitution de son point de vue de la meilleure façon. Et donc cette page-là est effacée par cette accolade, ces batailles qui étaient des batailles assez féroces entre l'un et l'autre, qui avaient notamment été marquantes au moment de mai 68, sont effacées par ce moment vraiment intense, d'émotion intense, où au fond toutes les gauches sont réconciliées par cette accolade. Au lendemain de l'élection, Le Figaro écrit « Le collectivisme d'inspiration marxiste est désormais à nos portes ». Est-ce que vous vous souvenez, Jean-Marie Colombani, ce qu'a écrit Le Monde, ou en tout cas, quelle était l'ambiance au journal ? L'ambiance au journal était euphorique, malgré le temps à l'extérieur qui était à la pluie, malgré aussi le fait qu'on était au journal et on ne pouvait pas aller place de la République où il y avait une foule en liesse.
qui célébrait la victoire de François Mitterrand. Mais c'était euphorique parce que c'est un moment que les principaux, les journalistes, les responsables du journal avaient attendu depuis fort longtemps. Non pas qu'il n'y ait pas des voix dissidentes, il y avait des libéraux au journal qui étaient plutôt dans le secteur économique, mais dans l'ensemble des journalistes, c'était un moment très, très attendu. Et au service politique lui-même, bien sûr, c'était aussi un moment que nous avions attendu. En même temps, il y avait quand même quelques voix qui s'étaient fait entendre sur le thème « Oh là là, mais attention, ce programme, le programme… » sans parler de collectivisme, mais en disant la situation du pays ne permet pas tout ce qui va être annoncé. Donc les événements ensuite trancheront. Mais sur le plan de l'ambiance, moi, ce dont je me souviens le mieux, c'est l'accolade entre Jacques Fauvet, le directeur de l'époque, et Raymond Barillon, qui était le chef du service politique dans lequel je travaillais, et qui sont tombés dans les bras l'un de l'autre en larmes. Donc c'est dire s'il y avait une charge émotive et une confiance faite au fond à François Mitterrand, et un point d'aboutissement après les années du gaullisme et leur prolongement avec Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing. Enfin, l'alternance était là, et enfin, on pouvait montrer que la France pouvait vivre une alternance qui n'était pas du tout garantie d'avance. Voilà, c'était ça l'ambiance au monde, pas chez nous, enfin pas chez les journalistes politiques que nous étions, parce qu'on était totalement concentré sur les résultats. Il faut dire que les nuits électorales au monde, c'était un moment très particulier, à la fois intense, et ce sont des très bons souvenirs à chaque fois. On passait toute la nuit sur les résultats, à les calligraphier d'ailleurs, à les repérer, à calculer les pourcentages d'abstention, les pourcentages de vote blanc, de ceci, de cela, et on rendait compte au fond, département par département, des résultats dans leurs détails. Donc c'était vraiment une signature du monde que d'être le lendemain complet sur tous ces résultats avec une exactitude qui ferait pâlir d'envie le ministère de l'Intérieur. Et donc nous, on était totalement plongés dans ce travail-là jusqu'au lendemain matin. Et ensuite très fiers de voir que le journal sortait avec des résultats qui pouvaient être conservés et faire date, parce que c'était une sorte de Bible. Donc nous, c'était ça notre préoccupation, et la préoccupation des anciens, c'était de célébrer ce moment. Alors, le gouvernement Mauroy va mettre en place une vraie politique de gauche, celle du programme commun. Donc, ça va être les nationalisations, les aides de l'État. En matière économique, on part sur 2 années de vraie gauche. Et puis, on le sait, il y aura le tournant de la rigueur à partir de 83. Donc, finalement, Mitterrand ne va pas faire une politique de gauche si longtemps que ça. Lui contesterait fortement de s'être éloigné de la gauche, parce que c'est toujours la même chose. Il y a à la fois les principes et le fait qu'à chaque fois, vous devez, si vous êtes plutôt à gauche, chercher à maximiser l'élément justice, l'élément égalité, l'élément juste répartition des efforts. Mais ça ne veut pas dire pas d'efforts du tout. Mais ce qui est vrai, c'est que les principaux éléments du programme, qui consistaient à distribuer, d'ailleurs, à distribuer ce qui peut-être n'existait pas encore, un niveau de production qui n'existait pas encore. C'était encore une fois les 39 heures, par exemple. Les 39 heures, et puis là, une semaine supplémentaire de congé, puis l'augmentation des minima sociaux. Enfin, il y a eu toute une série de... Et puis ça a conduit le pays, de fait, dans le mur, puisque ça a conduit à une situation où la France a dû fermer ses frontières, rétablir le contrôle d'échange. Donc c'était le retour vraiment à une situation que les Français n'avaient pas connue de fait depuis la fin de la guerre, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'était en effet une période très difficile, et ça a été ce que l'on a appelé le tournant de la rigueur. Le tournant de la rigueur est un tournant bien plus important que la rigueur elle-même, parce que la rigueur, ça consiste à essayer de réduire les dépenses publiques alors qu'on vient de les augmenter, toutes sortes de choses assez classiques et que l'on appelle en général austérité, et que Pierre Mauroy avait baptisé rigueur, pour éviter de parler d'austérité. Mais ça allait beaucoup plus loin que cela, parce que en fait, c'est la définition par la social-démocratie qui est alors au pouvoir de la transition vers l'économie de marché. C'est vraiment une décision stratégique majeure, parce que c'est de ce moment que date la conversion à 100% de la France à l'économie de marché.
Ça restera dans l'histoire économique et politique du pays, ça restera comme cela. Ça provoque une vague d'impopularité, bien sûr. Ça nuit au journal lui-même, d'ailleurs, parce que comme le journal avait beaucoup soutenu François Mitterrand, son programme, ainsi de suite, beaucoup de lecteurs, d'acheteurs du Monde se détachent du journal. Non pas qu'ils migrent vers le Figaro, mais ils migrent vers nulle part. Mais en tout cas, la baisse des ventes du journal est un des signes de l'impopularité grandissante du pouvoir qui va conduire à la défaite aux élections législatives de 1986, qui vont être gagnées par la droite, qui, à l'époque, s'est convertie à l'ère du temps. Et l'ère du temps, c'est l'ultralibéralisme. C'est la période que l'on appelle régano-thatchérienne, c'est-à-dire Madame Thatcher en Grande-Bretagne et Ronald Reagan aux États-Unis. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. C'est un sommet dont on se souviendra. D'abord le cadre, ce n'est pas tous les jours que Versailles accueille une réunion internationale. Ensuite la conjoncture, comme l'on dit. Le monde est en crise et l'un des pays qui participe au sommet, la Grande-Bretagne, est en guerre. Ce matin, c'est le président en exercice François Mitterrand qui a parlé le premier. Le film de la journée, Bruno Mazur. 10 heures, ouverture officielle du 8e sommet des pays industrialisés. François Mitterrand va faire à Ronald Reagan les honneurs de l'escalier de la reine. Ronald Reagan qui va découvrir très bientôt, comme ses 7 homologues, la salle dite du sacre en raison de la présence du fameux tableau de David du même nom. En juin 1982, Ronald Reagan, président des États-Unis, rencontre François Mitterrand en France, au sommet de Versailles. Il n'était pas trop rebuté, le président américain, par la présence de ministres communistes au sein du gouvernement français ? C'est un point très important parce qu'il faut se souvenir que l'Italie, par exemple, avait été de fait empêchée par les événements tragiques qui s'y étaient déroulés de porter des communistes au pouvoir, ne fût-ce que partiellement au pouvoir, c'est-à-dire dans une coalition. Ce projet de coalition avait coûté la vie à Aldo Moro. En France, on sait bien que l'arrivée de communistes au gouvernement, puisqu'il y a 4 ministres communistes qui rentrent au gouvernement de Pierre Mauroy, était un sujet pour les États-Unis, parce que c'était un sujet... Vous savez, l'univers de la guerre froide, c'était un univers très manichéen. Vous étiez d'un côté ou de l'autre. Vous étiez affilié à Moscou, ou bien vous étiez dans l'Alliance Atlantique, malgré tous les grands discours et tous les postures ici ou là. Et donc, il y avait évidemment aux États-Unis une crainte majeure sur l'arrivée de communistes au gouvernement. Ils considéraient que c'était un danger. Et l'intelligence de François Mitterrand a été au fond et l'intelligence du côté américain aussi a été au fond de rapprocher 2 hommes, François Mitterrand et George Bush senior, Père. Qui était à l'époque le vice-président de Ronald Reagan. Et Mitterrand et lui vont s'entendre à la perfection, et Mitterrand va développer quel est le projet politique de François Mitterrand. C'était, ayant réinstallé le Parti socialiste à la tête de la gauche, de marginaliser autant qu'il était possible le Parti communiste et son influence, ce qu'il va parfaitement réussir d'ailleurs. Donc c'est un des grands legs de François Mitterrand que celui-là. Et donc il va très vite être en phase avec George Bush senior, et donc les choses ne vont pas tourner au tragique à cause de la présence de ministres communistes qui étaient vus de façon très très négative. Reagan, lui, est un président qui surplombe un petit peu tout cela, et qui, arrivant à Versailles, où la France avait voulu mettre les petits plats dans les grands, enfin, vous savez, c'est une tradition, quand on veut faire honneur aux hôtes extérieurs, on les amène à Versailles, voir Emmanuel Macron avec Vladimir Poutine. Et donc là, on faisait un sommet à Versailles qui était un peu en trompe-l'œil, parce que c'était un moment où la France commençait à réaliser que on ne pouvait pas relancer une économie tout seul dans l'univers dans lequel nous étions, sauf à prendre un risque majeur pour l'économie française qui allait conduire en faute, donc au tournant de la rigueur. Alors que tout le reste de l'univers occidental, et au-delà même, se convertissait à l'ultralibéralisme. L'ultralibéralisme, c'est baisse massive des impôts et faveur faite à la fois aux entreprises et aux personnes les plus riches. C'est très simple à énoncer comme cela. Et donc, c'était en trompe-l'œil, parce que la France avançait vers le mur et parlait comme si de rien n'était. Mais ça, c'était vraiment l'art et la manière de François Mitterrand. Reagan, lui, séduisait par sa bonhomie feinte, sans doute, parce qu'il était un acteur. Et en même temps, il passait son temps dans ce genre de sommet à raconter des blagues. Il était d'ailleurs réputé travailler très peu, il jouait beaucoup au golf,
Il lui arrivait de lire des petites fiches, mais quand il s'exprimait sans fiche ou quoi que ce soit, il racontait des blagues. Donc les choses se passaient toujours merveilleusement avec lui. Les vraies discussions politiques, elles avaient lieu avec George Bush senior. Et sur le plan sociétal, pendant le septennat de François Mitterrand, il y aura une grande avancée. Il y en aura plusieurs, mais il y en a une qui a été particulièrement marquante, c'est celle de l'abolition de la peine de mort. Écoutons Robert Badinter, le garde des Sceaux de l'époque. Le 17 septembre 1881, il prononce un discours qui restera dans la mémoire collective. Je dis simplement en rappelant la phrase de Jaurès, puisqu'à l'évidence, en vous, sa parole n'est pas éteinte. La peine de mort est contraire à ce que l'humanité, depuis 2000 ans, a pensé de plus haut et rêvé de plus noble. Elle est contraire à la fois à l'esprit du christianisme et à l'esprit de la Révolution. Et nous savons bien que certains vous diront qu'en votant l'abolition, vous méconnaîtriez la démocratie parce que vous méconnaîtriez l'opinion publique. C'est un propos qui résonne encore aujourd'hui, cette opposition entre la démocratie qui serait incarnée par les sondages, qui étaient tous favorables à la peine de mort, et autre chose. En fait, la démocratie avait parlé par l'élection de François Mitterrand, par l'élection d'une Chambre des députés très majoritairement, majorité absolue pour la gauche, donc... Et ça avait été un des moments forts de la campagne de François Mitterrand parce que cela avait surpris tout le monde, au fond. Mais c'était un moment où François Mitterrand avait montré que, par son caractère, sa détermination, ses convictions, il pouvait être un homme d'État, ce qui lui était évidemment contesté par l'opposition et par Giscard, qui invoquait l'inexpérience de François Mitterrand, qui n'était pas du tout inexpérimenté d'ailleurs, puisqu'il avait gouverné pas mal sous la 4e République. Et c'est quelque chose qui est en effet majeur et qui identifie, j'allais dire, ad aeternam, l'action de la gauche au pouvoir. Vous venez d'écouter Mémoire d'un monde, dans les coulisses du pouvoir, un podcast de Jean-Marie Colombani, produit et réalisé par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron et Hélène Decommer. Production éditoriale, Christophe Caron, Hélène Decommer et Aurélie Rodriguez. Conseillère éditoriale, Florence Colombani. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez. Musique, Victor Benamou. Ce podcast a été réalisé avec l'aide de Mona Delahaye et Clémentine Amblard.